dire que la viande et le fromage encrassent l'organisme, c'est une grosse erreur. Alors la réponse est simple, les gras saturés, il en faut des vitamines, il en faut bien sûr. Arrêtez de croire qu'on peut manger n'importe quel laitage, c'est faux. Beaucoup de questions. AVS avec Philippe Robichon. Avec le temps, les tissus adipeux deviennent de plus en plus fibreux et difficiles à éliminer. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, ça? Alors, pas tous les tissus, mais malheureusement, le drame, c'est particulièrement le foie. La stéatose hépatique se transforme pratiquement toujours en fibrose si on n'y veille pas. Donc, il ne faut pas... Voilà, le fait d'avoir un gros ventre, si c'est un gros ventre avec du gras autour, ce qui est la plupart des femmes, ça va. Mais si c'est un gros ventre avec un gros foie à l'intérieur, c'est-à-dire une stéatose hépatique qu'on voit de plus en plus fréquemment malheureusement, ça devient hyper dangereux parce qu'après la stéatose, c'est la fibrose. Et après la cirrhose, après la fibrose, c'est la cirrhose. Le 3e stade. Et ça, c'est mortel. Donc, ne pas laisser votre foie se laisser envahir de gras. C'est dangereux. Et ça, c'est asymptomatique, ça ne se sent pas. On sent rien du tout. Si, ce qu'on sent, c'est ce que j'ai ressenti moi, c'est une diminution formidable de l'activité physique. Mon activité intellectuelle n'avait pas bougé d'un poil, mais mon activité physique, je m'en fichais d'ailleurs. Je suis un grand philosophe, en fait, je m'en fichais complètement. Jusqu'au jour où, en faisant un examen de sang, j'ai découvert que j'allais mourir. Et quand je dis j'allais mourir, c'était dans les 5 ans. Hein. J'avais vraiment, à 44 ans, j'avais 5 ans d'espérance de vie. Donc, je me suis rendu compte ce jour-là qu'il fallait que je fasse un régime. J'ai commencé par faire le régime d'un de mes copains, que je salue bien, dont je ne dirai pas le nom, parce qu'au bout de 7 jours, ma femme m'a dit « ou tu remanges, ou je divorce », parce que ça m'a rendu complètement fou, ce régime. Et ce à quoi il me dit après « mais pourquoi t'as pas pris du Prozac ?» J'ai dit « parce que je suis pas complètement taré. » Alors, docteur Delabo, il y a une question qui revient souvent de la part de nos auditeurs. Combien de fromageries avez-vous ? Ça, c'est excellent. L'humour des internautes, j'adore. Et savoir combien vous touchez par an des lobbies du fromage. Docteur Delabo, vous aimez trop le fromage. Trop de fromage tue le fromage. Et le corps n'est pas fait pour manger trop de fromage le matin. C'est faux. On peut en manger autant qu'on veut. C'est l'aliment principal du corps humain moderne tel qu'il est. Et à l'inverse, les yaourts et autres laitages contenant du lactose sont les plus dangereux. Donc arrêtez de croire, s'il vous plaît, qu'on peut manger n'importe quel laitage. C'est faux. C'est totalement faux. Mais à partir de l'âge de 24 mois, on ne doit plus manger de laitage contenant du lactose, mais du fromage. Et le fromage n'est utile et vraiment utile que si on le mange le matin. D'accord. Ce qui étonne les gens, docteur Delabo, c'est la quantité que vous préconisez de fromage qui paraît, alors en gros, pour un petit déjeuner, on va prendre un homme d'1m80 par exemple. Alors la moyenne, la valeur de base pour 1m80, c'est 120 grammes. Mais suivant l'activité physique et intellectuelle, je vais en proposer jusqu'à 200 grammes sans problème. Avec bien entendu toujours la moitié de quantité en pain, sauf si on a du diabète, auquel cas la quantité de pain sera inférieure. Mais pour quelqu'un ayant du cholestérol, plus il mangera du fromage le matin, moins il risquera d'avoir des problèmes de cholestérol. Et c'est mon cas. Tu sais que j'ai une hypercholestérolémie génétique. Je mange le matin 150 grammes de fromage. Je fais des contrôles réguliers. Si j'en mange moins, quand je rentre de vacances, il m'arrive de faire des contrôles. Je n'ai pas pu manger autant de fromage et mon cholestérol a monté. C'est un anticholestérol, à condition de ne le manger que le matin. Et donc, c'est très très important. En quantité, on va dire, parce que vous dites qu'on peut en manger autant qu'on veut finalement, c'est ça? C'est exactement. Autant, non. Dans mon dernier livre, j'ai bien précisé. Vous devez en manger suffisamment, vous devez faire un petit déjeuner suffisamment nourrissant pour ne pas avoir faim pendant au moins 4 à 6 heures et pour ne jamais avoir trop faim le soir. Quand vous avez un appétit féroce le soir, même si vous avez bien déjeuné, et si vous avez l'impression que la matinée s'est bien passée, bien qu'ayant mangé peu de fromage, ne cherchez pas, vous n'avez pas mangé assez de corps gras saturés le matin. Et le meilleur de tous les corps gras saturés, c'est celui contenu dans le fromage. C'est clair, c'est net, et c'est sans appel. Criez là, voyez, allez-y. Non, je ne crie pas, non, je suis pas là pour tirer les oreilles de tout le monde, je suis là pour expliquer, Philippe. Docteur Delabo, je vais convoquer notre ancêtre, le chasseur-cueilleur. Oui. Que vous invoquez souvent, oui. Finalement. Il ne mangeait pas de fromage, le chasseur-cueilleur. Le chasseur-cueilleur, ça c'est intéressant. Le chasseur-cueilleur... Parce que j'ai relu tous vos livres, du coup. Non, c'est bien. Le chasseur-cueilleur se comportait... Alors, c'est surtout les femmes qui étaient cueilleuses. Hein. Le chasseur, il cueillait très peu, il n'avait pas besoin. Il était chasseur et carnivore. Les femmes étaient
étaient déjà carnivores et une partie végétarienne, et pour cause, parce qu'elles attendaient que monsieur rentre de la chasse, quelquefois c'était très long, et pour ne pas crever de faim, eh bien, elles s'étaient devenues cueilleuses. Et elles étaient devenues, en grande partie, végétariennes, ce qui explique sur les parois des grottes très connues de Lascaux, par exemple, que les hommes sont tout minces parce qu'ils bouffent que de la viande, et que les femmes sont bien dodues du bas parce qu'elles se nourrissent avec des nourritures végétales. C'est pour ça, mesdames, que vous avez plus facilement des hanches et des cuisses que nous. Donc, ils ne mangeaient pas de fromage. Non, mais ils mangeaient du gras saturé. Alors, si vous regardez... Et ça, c'est intéressant parce que je vais vous apporter la preuve, elle est sans appel. Quand vous regardez comment se comportent les animaux sauvages quand ils mangent les carnivores sauvages, quel que soit l'animal en question, il va tuer sa proie, et dès qu'il a tué sa proie, il va commencer par manger systématiquement les abats et l'intestin. Systématiquement. Pas le gros intestin, c'est dégueulasse, il n'y a plus que du caca dedans, mais l'intestin grêle qui contient les aliments en train d'être digérés, ce qui n'est pas du tout pareil. Charal. Non, ça oui, pas de pub, s'il te plaît, parce que ça... Bon, donc il commence par ça. L'animal commence toujours par manger le gras. On dit que le corbeau est vilain parce qu'il crève les yeux des oiseaux qu'il a tués ou des animaux qu'il a tués. Il ne crève pas les yeux des animaux, il perce la paroi des yeux, qui est derrière les yeux, pour aller chercher le gras dans le cerveau. Et certains oiseaux prédateurs et carnivores montent très très haut pour balancer sur les pierres leur proie de façon à éclater le crâne et à pouvoir manger la cervelle, parce que la cervelle contient 80-85% de gras, et c'est du gras saturé. Ah oui, le cerveau c'est plein de gras. Du gras saturé. Ouais. Parce que c'est le gras saturé qui protège le mieux. C'est une gélatine, c'est une forme de gélatine, non ? Ah, c'est pas du tout de la gélatine. Le cerveau, c'est vraiment extraordinaire. C'est du gras solide. C'est pas du tout le même gras que tu as sur la peau du ventre. C'est un gras solide. Quand tu regardes de la cervelle d'agneau ou de la cervelle de tout ce que tu voudras, on voit bien comment c'est fait. C'est une grosse partie de gras. J'ai assisté à des autopsies, j'ai vu des cerveaux. C'est assez étonnant. Alors, docteur Delabeau, Saïd vous dit... la viande et le fromage, c'est ça qui encrasse l'organisme. Mais non. Si vous mangez, mais ça peut encrasser l'organisme. Si vous mettez, par exemple, dans votre moteur de temps, si vous mettez trop d'huile, vous allez encrasser parce que ça ne va pas fonctionner, parce qu'il y en a trop, parce que la proportion n'est pas bonne. Dire que la viande et le fromage encrassent l'organisme, c'est... Pardonnez-moi, mais c'est une grosse erreur, parce que ce qui encrasse l'organisme, c'est de ne pas manger la viande au bon moment et de ne pas manger le fromage au bon moment. Ce que j'ai découvert, c'est que la mécanique humaine ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Elle a des moments pour le faire. Il y a une chronobiologie humaine, et une chronobiologie, c'est tous les animaux. Alors vous allez me dire, mais les animaux nocturnes, comment ils font, puisque c'est la nuit ? Ben oui, mais ils font comme les veilleurs de nuit, les animaux nocturnes. Ils vivent la nuit et ils dorment le jour. Donc, ils ont inversé leur cycle. C'est pour ça que j'ai déjà affirmé depuis longtemps, et Dieu sait que j'ai entendu des réponses quelquefois pas amènes, c'est-à-dire pas forcément gentilles, mais le cycle circadien, pour l'être humain et pour des animaux nocturnes, c'est une fantaisie, ça n'existe pas, ils ne s'en servent pas. On a déjà eu cette discussion, docteur Delabeau. Je sais bien, mais ça me fait rire, si tu veux. Je suis maintenant d'une grande philosophie. Je ne m'énerve plus. Vous êtes à contre-courant, mais vous l'assumez. Je suis à contre-courant, mais attends, je suis à contre-courant comme l'homme qui, avant moi, est né le 15 février. C'était pas en 1942, c'était en 1500 des brouettes, et qui s'appelait Galilée. Galilée a découvert que la Terre était ronde, et tout le monde gueulait dans le monde entier que Galilée était un grand malade. Alors je veux bien qu'on me traite de grand malade, ça m'est parfaitement égal, je sais que j'ai raison. Pourquoi, selon vous, docteur Delabeau, de parler de ces cycles circadiens, c'est une bêtise pour l'homme ? C'est pas une bêtise pour l'homme, c'est pas une bêtise, ça n'est pas obligatoire. C'est pas une bêtise du tout. Le cycle circadien, ça n'est pas un modèle obligatoire. C'est le modèle de vie d'une personne se levant au lever du soleil et se couchant au coucher du soleil. Donc, à une vie normale, c'est ça que vous voulez dire ? Une vie... tu appelles ça une vie normale, toi ? Qui se réveille avec le jour. Tu vas te lever à 9h et te coucher à 5h ? En ce moment, l'hiver. Bah oui. L'hiver, l'été, c'est quand tu suis le cycle circadien, tu suis les périodes d'été et d'hiver, exactement comme le ramadan suit les périodes d'été et d'hiver. Mais vous remarquerez que c'est vrai que l'hiver, on a tendance à vouloir traîner au lit plus facilement que l'été d'ailleurs. On a plus envie de rester au lit. Enfin, toi, pas moi. Bon.
Non, c'est parce que... Alors, je vais t'expliquer, tu as plus envie de traîner au lit, mais ça, dites-vous bien une chose, si vous traînez au lit l'hiver, il y a une connotation intellectuelle importante là-dedans, il faut que vous fassiez attention, ça peut être simplement une asthénie psychique du réveil, c'est-à-dire j'ai pas envie d'aller bosser ou j'ai pas envie de me lever parce que je sais qu'il fait froid dehors, je sais qu'il fait pas jour, je sais que ci, que ça, donc mon cerveau cognitif, pas le primitif, me dit écoute, t'es bien sous l'étoile, là, t'es impeccable, il fait bon, il fait chaud, est-ce que vraiment t'as besoin de te lever? Alors Saïd vous demande, docteur Delabeau, si les fromages peuvent être des causes du déséquilibre hormonal chez l'homme. C'est totalement faux, c'est l'inverse. C'est-à-dire ? C'est l'inverse. Le fromage, le fait de manger suffisamment de corps gras, mais décidément, il y a des idées qui perdurent, c'est épouvantable, hein. Je suis mais parce que les gens vont sur les forums, c'est pour ça. Mais c'est épouvantable, je suis horrifié. Mais tu sais, j'ai vu dans une émission de télé avec Stéphane Bern un type qui disait que l'intestin humain était un intestin d'herbivore. Comme j'aime beaucoup Stéphane Bern, qu'il est très gentil, j'ai pas voulu, c'était un de ses assistants, j'ai pas voulu foutre le bazar, mais crois-moi, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que le caméraman m'a pris le salopard en train de me marrer comme une baleine pendant que l'autre racontait. Parce que, selon vous, l'intestin humain... Mais c'est pas selon moi. L'intestin humain, n'importe quel anatomiste dira qu'il est un intestin de carnivore. On en revient à notre ancêtre, hein. Bah non, mais c'est même pas ça. Le chasseur-cueilleur. Mais oui, mais c'est pas ça. Mais c'est que quand tu vois la physiologie humaine, enfin non d'un chien, faites des années de médecine si vous y connaissez. On est des omnivores quand même. Nous sommes devenus omnivores par nécessité pour pouvoir nous nourrir, exactement comme les femmes à l'ère primitive, pour pouvoir nous nourrir quand il n'y a rien à bouffer. Mais ça n'est que, si tu veux, pour vous donner un exemple... On est des omnivores contrariés, c'est ça ? Non, pas contrariés, adaptés. On sait, nous, l'être humain, mais il n'y a pas que l'être humain qui sait s'adapter. Vous avez des grands singes en Afrique qui sont, par nature, des herbivores ou des fructivores. Ils mangent l'orang-outan, il va être fructivore, il va être herbivore, il va être végétalien, si tu veux. Bon, il est omnivore, parce que s'il passe une bestiole, il va la bouffer quand même. Hein. Mais c'est vraiment, a priori, un animal végétarien. Et dans la saison de sécheresse, il devient carnivore par force parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais ce qui est assez étonnant, et tous les Africains te diront, surtout n'approchez pas des orang-outans en période sèche, ils sont mauvais comme la gale. Parce que ça change leur caractère, ça les rend extrêmement agressifs. Ils mangent un truc qu'ils n'aiment pas, mais ils sont forcés de le manger. Donc, on parle bien sûr de la graisse abdominale, mais on parle aussi du fromage, puisque vous êtes souvent interrogés, et ceux qui commentent vos vidéos s'interrogent beaucoup sur votre passion du fromage. Alors, un YouTuber, quelqu'un qui vous a vu sur YouTube, me dit le gras du fromage, c'est ce qu'on appelle la mauvaise source de lipides. Ce n'est que des acides gras saturés et on en consomme déjà suffisamment comme ça. Non. Alors, c'est vrai, le fromage est constitué d'énormément de gras saturés, c'est tout à fait vrai, moins que le beurre qui ne contient que des acides gras saturés. Il n'y a pas un seul acide gras autre que saturé dans le beurre. Alors que l'huile d'olive est un mélange extrêmement complexe de gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, et le fromage est un mélange de gras saturés, monoinsaturés, et il n'y a pratiquement pas de polyinsaturés dans le fromage. Donc c'est un aliment, c'est pour ça. Alors la réponse est simple, les gras saturés doivent se manger le matin, et doivent être mangés le matin, parce que sinon vous n'allez pas fabriquer suffisamment pour activer, réparer vos cellules, et il faut du fromage le matin et le midi chez les femmes enceintes et chez les enfants en croissance et chez les femmes allaitantes. C'est clair, c'est net, c'est d'ailleurs beaucoup de gens commencent à le savoir dans les professionnels de santé et à se rendre compte qu'on se fait gruger par l'industrie agroalimentaire qui gagne énormément plus d'argent avec les produits qu'ils vendent, contenant du lactose et autres et des facteurs de croissance, qu'avec le fromage. Le fromage, c'est le laitage qui rapporte le moins à l'industrie. Alors, si vous voulez leur faire plaisir et si vous voulez leur faire vous faire leur chantre parce qu'on vous a eu jusqu'au trognon, faites-le si vous voulez, mais moi, ça ne marche pas, ça ne prend pas. On ne doit pas, le fromage est le meilleur de tous les aliments qu'on puisse trouver le matin dans l'heure du lever. Attention, pas seulement le matin, dans l'heure du lever, parce que si vous avez décalé complètement vos journées, eh bien, vous allez décaler votre petit-déj et vous allez toujours prendre, parce que c'est dans l'heure du lever qu'on doit prendre les gras saturés. Et ça, je suis désolé, mais si vous voulez en avoir le cœur net, allez donc lire les ouvrages modernes sur la chronobiologie humaine, vous allez comprendre. Je suis, avec mes livres, je suis le transmetteur entre ce que je sais sur le plan scientifique et ce que je vous conseille de faire tous les jours. Il est évident que je ne vais pas vous faire un discours scientifique dans mes bouquins, parce que d'abord, ça vous barberait.
Et ensuite, parce que j'adore écrire, j'adore parler avec vous. Quand vous lisez mes livres, tous mes lecteurs me disent toujours c'est amusant. Quand je vous entends à la radio, j'ai l'impression de lire votre bouquin. Et je dis oui, puis quand vous lisez mon bouquin, vous avez l'impression de m'entendre à la radio. Ce qui les fait marrer. Parce que je reste naturel, parce qu'on apprend les choses aux gens, parce que je suis par nature d'une famille de gens qui sont des professeurs, qui sont des instituteurs, qui sont tous des enseignants. Et nous aimons l'enseignement, c'est apprendre aux autres à ne pas faire d'erreurs, apprendre aux autres à faire ce qu'il faut. Alors ça va sur l'orthographe et moi c'est la nutrition. Aïcha vous demande pourquoi vous ne parlez jamais de vitamines. Parce qu'on ne me pose jamais la question. Mais il en faut des vitamines, il en faut bien sûr, et malheureusement, c'est une très bonne question, Aïcha, je vous remercie, parce que c'est important, en effet, on ne mange plus suffisamment, on n'a plus suffisamment d'apport de vitamines. Il est évident que dans tous les aliments transformés qu'on vous donne à manger, que dans tous les aliments dont on a augmenté la production d'une façon faramineuse, on produit actuellement du blé qui va pousser 4 fois plus vite que le blé ancien. Et on vous dit, il ne faut pas manger du blé ancien parce que ça rapporte pas assez de fric. Voilà, le problème, il est là, c'est que nous sommes actuellement dans une ère de plutocratie. Et ce qui me fait plaisir, c'est que nos enfants sont en train de se rendre compte que ça suffit comme ça. Et nos petits-enfants, puisque je suis grand-père et arrière-grand-père depuis 8 mois, et j'en suis pas peu fier, oui, j'ai une petite Ayla qui a 10 mois, qui est absolument superbe. J'ai une énorme photo d'elle sur mon bureau. Je la regarde tous les jours. Et en fait, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas se laisser piéger par des annonces ou par des on-dit ou ouadi. Tout ce que vous redites les uns et les autres, c'est ce que vous avez lu sur Internet. Alors, les vitamines, dans la chrono, les vitamines, elles sont indispensables. Alors, elles sont où? À quel moment, docteur Delabeau? Elles sont dans tous les aliments en principe, mais malheureusement, il n'y en a plus suffisamment. Et surtout quand vous maigrissez, quand vous perdez du poids et surtout du volume, parce que le poids, c'est pas tellement ça qui compte, c'est surtout le volume. Quand vous perdez du volume, vous perdez beaucoup d'eau, vous perdez beaucoup de gras. Et vous perdez en même temps vos vitamines. C'est pour ça que dans tous les programmes que je propose pour des gens ayant du poids à perdre ou à prendre, parce que quand on est maigre, on n'a déjà pas assez de vitamines au départ, je conseille de prendre des vitamines et de prendre ce qu'on appelle les AJR, c'est-à-dire les apports journaliers recommandés par tous les instituts scientifiques du monde. Donc, je ne vais pas chercher à inventer quoi que ce soit. Je n'ai rien inventé. Ce que j'ai inventé, c'est la morphonutrition, le morphotype. Ça, c'est un calcul mathématique. Alors, le morphotype, pour tout le monde, c'est... Le morphotype, c'est votre silhouette traduite mathématiquement pour voir si vous êtes dans les clous ou si vous êtes trop gros ou trop grosse ou pas assez gros, pas assez gros. Beaucoup de questions sur les œufs, notamment les œufs bio, docteur Delabeau. Donc, les œufs sont-ils, comme protéines, acides aminés essentiels, les meilleurs et la meilleure source de gras? Alors, c'est plus compliqué que ça. Il y a énormément de questions sur les œufs. Ah ben on va faire un petit quiz sur les œufs. Les œufs, c'est un aliment, ce sont des aliments extrêmement utiles, quel que soit l'animal, l'ovipare qui fait ses œufs. Il n'y a pas tellement de différence entre la qualité des œufs, que ce soit des œufs de canne, des œufs de poule, des œufs d'autruche. Ça reste quand même un assemblage de gras polyinsaturés, saturés, monoinsaturés, et un assemblage d'albumine. Alors, le jaune contient tous les éléments du cholestérol et le blanc contient toutes les protéines. L'albumine, c'est l'ensemble de toutes les protéines. L'albumine, c'est assez amusant, c'est que l'albumine, c'est blanc. Okay? Ah oui. Et le blanc, c'est toutes les couleurs. D'accord. Et l'albumine, c'est toutes les protéines. C'est l'inverse, en fait. Non, c'est pareil. Le blanc, c'est toutes les couleurs en peinture. Et dans la nutrition, c'est toutes les protéines. Donc, c'est un tout. Le blanc, c'est la couleur du tout. Le noir est la couleur du rien. Des trous noirs dans la... Donc, qu'est-ce qui est le meilleur dans l'œuf, alors, finalement? C'est bon, l'œuf. La meilleure source de protéines de l'œuf, c'est le blanc ou le jaune? Non, le jaune, ce sont les cholestérols, ce sont les gras. Et le blanc, ça va être les protéines, et ce sont toutes les protéines. Mais, il faut faire attention parce que l'albumine peut être très très dangereuse pour certaines gens qui ont des reins fragiles, parce que c'est une molécule très grosse, très lourde. Il faut qu'elle soit, quand elle est digérée suffisamment bien par l'organisme et qu'elle arrive en petits morceaux qui ont été coupés en petites tranches, il faut savoir, c'est intéressant. En fait, imaginez une usine où vous avez un truc qui vous arrive, un gros paquet blanc qui vous arrive, et puis vous avez des petites mains qui vont le détailler et le transformer en trucs minuscules. Il y en a plusieurs centaines de différentes et c'est extrêmement utile pour l'organisme. C'est comme ça que l'œuf va se transformer en poussin. C'est qu'il va avoir à sa disposition tous les cholestérols et toutes les protéines pour se faire. Alors, là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que chez l'être humain,
C'est exactement la même chose. Le bébé a besoin de toutes les protéines et il a besoin de tous les cholestérols. Ce qui signifie qu'il n'a besoin de rien d'autre et que donner du sucre en pagaille à des femmes enceintes, c'est stupide et dangereux. Parce que quand on dit « je vais me nourrir pour deux », si cette personne prend du sucre en croyant que ça fait du bien à son bébé, et Dieu sait qu'en ce moment ça existe, et que je vois des programmes de femmes enceintes qui sont d'une stupidité à tomber par terre, et non pas de bonheur, eh bien c'est parce qu'on a mis du sucre en pagaille, on a mis des sucres lents, on a mis des sucres rapides, ça ne sert à rien au bébé. Il se fabrique avec des protéines et du cholestérol. Une question de Maya. Alors elle dit, sur mon corps, la graisse est mal répartie. J'ai plein de graisse autour du ventre, surtout en haut et au bas du dos. Et aucune graisse au niveau des bras et pas de graisse non plus au niveau des cuisses et des fesses. Donc comment faut-elle qu'elle mange ? Il faut qu'elle remange chrono, tout simplement. Il faut qu'elle si tu veux, l'astuce n'est pas de faire quelque chose pour perdre, c'est de ne plus faire les erreurs qui les ont amenés. Comment vous expliquez qu'elle stocke qu'au niveau du ventre finalement ? Parce qu'il y a une question, il y a une question quantitative et qualitative, et il y a trois paramètres, parce que c'est pas si simple que ça la chrono. Vous avez la quantité de l'aliment, vous avez la qualité de l'aliment, et vous avez surtout le moment où on le prend. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, l'exemple le plus frappant, puisque tout le monde en parle, le fromage, c'est le meilleur aliment qui soit le matin, c'est pas très bon le midi, et c'est le pire de tous les aliments le soir. Donc, il faut faire attention à ça. Un aliment, quel qu'il soit, ne peut pas être pris n'importe quand. Les sucres lents vont donner énormément de poitrine et de taille, et puis, s'ils sont pris, en revanche, beaucoup plus tard, ça va descendre plus bas dans le corps humain. Il est fait comme ça, il va stocker en fonction de l'aliment qu'on va lui donner, et en fonction du moment où on les lui aura donnés. Ce qui rend les choses compliquées et passionnantes pour moi, parce que ce n'est jamais simple, contrairement à ce que vous pourriez croire. Chaque individu va stocker à des endroits précis, et quand on l'interroge sur sa façon de manger, maintenant je sais comment il mange, eh bien on va constater, c'est pas étonnant que vous ayez des fesses parce que vous mangez du sucre rapide, c'est pas étonnant que vous ayez des hanches parce que vous mangez beaucoup trop de légumes, c'est pas étonnant que vous ayez ramassé de la poitrine et du ventre parce que vous mangez trop de féculents, trop de pâtes, trop de céréales, trop d'herbacées, le quinoa et le riz, etc., etc. Donc on sait exactement quels sont les défauts. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout stopper et ne plus en manger. Il faut simplement, et c'est une très bonne nouvelle pour vous tous et pour vous toutes, réapprenez simplement à manger correctement et votre corps, qui est une machine extraordinaire, va se remettre exactement au niveau de ce qu'il faut au point de vue poids, au point de vue volume et au point de vue métabolisme. C'est une très très bonne nouvelle que je vous donne dans les dernières minutes qui nous restent parce que c'est important. Je veux que vous sortiez de l'émission non pas affolé ou effrayé, mais au contraire, rassuré. Si vous mangez bien, si vous suivez les règles de la chronobiologie humaine que j'ai traduites par la chrononutrition, vous serez en pleine santé, quel que soit votre âge, et vous aurez toujours plaisir à m'écouter. Une autre question avec une auditrice qui nous dit « J'ai la maladie d'Hashimoto de la thyroïde. Quelle alimentation est conseillée dans cette maladie et quels aliments sont-ils à éviter ?» Alors, il n'y a aucun aliment précis à éviter, ni aucun aliment précis à prendre en cas d'Hashimoto. L'Hashimoto est une hypothyroïdie d'origine intellectuelle, d'origine psychique. L'Hashimoto est déclenché par les émotions. Donc, il faut qu'une maladie... Oui, ça n'a rien à voir avec l'hypothyroïdie, parce que la glande thyroïde ne sécrète plus, ou parce qu'on l'a enlevée, auquel cas il n'y a plus du tout de sécrétion, et il faut bien sûr le remplacer par des hormones thyroïdiennes, sinon c'est dangereux. L'Hashimoto, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, je dirais presque qu'il vaut presque mieux ne pas avoir de thyroïde et prendre un traitement, parce que ça ne vaut que d'avoir une Hashimoto. Mais enlever la thyroïde si on a une Hashimoto ne changera rien parce que vous aurez toujours autant de problèmes avec vos hormones. Donc, il faut faire très attention. Ça ne sert à rien de se faire enlever la thyroïde quand on a une Hashimoto. Ça a été fait il y a très longtemps. Ça ne se fait plus parce qu'on s'est aperçu que ça n'apportait pas d'amélioration sur l'état. Donc, quand vous avez une Hashimoto, l'important, c'est de pouvoir garder une sérénité permanente, c'est-à-dire éviter les à-coups, si vous voulez. Même une émotion positive peut malheureusement vous déclencher une poussée d'Hashimoto. Bah oui, je sais bien, c'est barbant, mais qu'est-ce que tu veux ? Alors,
Je conseille dans ces cas-là, quand les gens ne prennent strictement rien d'autre, de prendre ce que j'appelle le chronozène, c'est-à-dire tout simplement de l'herbe de millepertuis à laquelle j'ai demandé au laboratoire d'ajouter du tryptophane, puisque le tryptophane, je vous l'ai dit, c'est la molécule qui prépare la molécule du bonheur. Donc, on va avoir une double action et on va apaiser le cerveau sans le faire dormir. Vous pouvez très bien prendre du chronozène et conduire une voiture, c'est pas gênant. Attention, on ne peut en prendre que si on ne prend rien d'autre sur le plan neurologique ou somnifère. Ça, c'est la question, c'est vous ne devez pas prendre quoi que ce soit qui ait une action neurologique. Parce que le millepertuis, il y a des contre-indications avec... Il ne peut pas s'associer à n'importe quoi. Donc, il faut faire attention, il y a des contre-indications. Mais c'est, a priori, après des années et des années parce que des Hashimoto, vous savez, il y en a beaucoup, et on les voit apparaître d'autant plus que la société actuelle, le mode de vie actuel est extrêmement perturbant et très, très angoissant. Donc, les Hashimoto apparaissent parce que les gens deviennent angoissés.